Salut et bienvenue pour le Film au Pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Film au Pif, et avant de commencer, je tiens à d'ores et déjà vous présenter mes excuses parce que je crois que je suis tranquillement en train de choper la crème. La gorge qui gratte, le nez qui pleut, et si ça continue comme ça, je sens que je vais pas tarder à avoir des hémorroïdes sur les narines. Mais bon, le problème c'est qu'avec le temps qu'il fait en ce moment, là par exemple il pleut pas, donc j'en profite pour tourner un épisode. Je suis un petit peu obligé de jongler comme ça entre les gouttes, malheureusement. Quoi qu'il en soit, on va quand même essayer de faire une pas trop mauvaise vidéo, tant qu'à faire. Bien entendu, pour tous ceux qui connaîtraient pas le film au pif, je vais vous rappeler vite fait le concept, très simple, puisqu'il y a des films d'un côté, des films de l'autre. Moi, je vais en piocher un au hasard, et je vais essayer de vous le pitcher, comme ça, de mémoire, vous parler un petit peu de ce que je sais autour du film, et surtout essayer de vous donner envie de le voir. Et comme d'habitude, avant de commencer, toujours la petite tradition du film au pif qui veut que je dois essayer de deviner l'année du film que je vais piocher. Et aujourd'hui, je vais dire, allez, disons 1998. Alors, on va vérifier ça tout de suite en piochant un film, et aujourd'hui, je vais aller de ce côté, disons, allez, par là, en essayant de rien faire tomber, et je pioche Waterworld. Ah, allons-y. Alors là, je suis pourtant pas du genre à croire au signe du destin, mais très honnêtement, quand je vois le temps qu'il fait en ce moment et que je pioche Waterworld, il y a des fois où je me pose des questions. Alors, Waterworld, film de 1995, donc ce qui veut dire que j'ai encore une fois perdu mon pari, puisque j'avais dit 1998, et donc à 3 ans près, c'est ballot. Et donc là, film de 95, d'une durée de 2h10, parce que je me suis rendu compte que je parle assez rarement de la durée du film. Et il se trouve que ça peut quand même intéresser quelques personnes de savoir combien dure le film, surtout ceux qui ne l'ont jamais vu, avant de se lancer dedans. Donc à partir de maintenant, je vais essayer de l'intégrer dans ce que je vous raconte. Ne me remerciez pas. Waterworld, donc, film qui met en vedette Kevin Costner. Alors bon, Kevin Costner, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de le présenter, mais on va dire que pour la nouvelle génération, c'est probablement pas un acteur très connu, puisque ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on le voit plus trop sur le devant de la scène. D'ailleurs, depuis Waterworld, puisque c'est un film sur lequel il avait beaucoup misé, qui a coûté énormément de pognon, et qui malheureusement n'est pas rentré dans ses fonds. Donc ça lui a un peu pété sa carrière. Un peu, parce qu'il n'y a pas eu que ça. Malheureusement. Mais avant ça, il faut quand même bien comprendre que Kevin Costner, surtout dans les années 80-90, c'était the mégastar. C'est-à-dire que c'était peut-être même l'acteur number one à Hollywood. Il n'y avait quasiment rien qui se tournait sans lui. Puisqu'on a pu le voir notamment dans des films comme Danse avec les loups, qu'il a d'ailleurs écrit et réalisé. Ensuite, on a pu le voir dans Robin des Bois, réalisé par Kevin Reynolds, qui réalise d'ailleurs Waterworld. Et on a pu le voir dans l'excellentissime, et que je recommande à tout le monde, JFK, de Oliver Stone, qui est un film qui explique, l'attentat de John Fitzgerald Kennedy, en explorant des pistes qui n'ont que rarement été explorées, surtout au cinéma. Et puis on a pu le voir aussi dans Bodyguard. Alors moi Bodyguard, c'est pas vraiment un film c'est pas ma gamme de films, mais ça a été un film extrêmement populaire. Et il y a toute une série de films comme ça, Un monde parfait aussi, film génial de Clint Eastwood, dans lequel Kevin Costner est excellent. Donc voilà, il y a vraiment toute une série de films avec Kevin Costner au début des années 90, même fin 80, puisqu'il y avait aussi eu Les Incorruptibles de Brian De Palma, avec Sean Connery, où il était encore une fois impeccable, ce qui fait que c'était vraiment la star sur laquelle il fallait compter à l'époque. D'ailleurs, plus récemment, pour les plus jeunes, on a pu le voir dans l'excellent Man of Steel, le film sur Superman de Zack Snyder, dans lequel il interprète le rôle du père de Clark Kent, donc de Superman. Voilà, ça c'était le petit repère pour les plus jeunes. On va aussi avoir l'excellent Dennis Hopper qui va jouer ici le méchant, comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour lui aussi, puisqu'on a pu le voir jouer le méchant dans Speed, ou encore dans la saison 1 de la meilleure série de tous les temps, en tout cas pour moi, à savoir 24 heures chrono, parce que c'est un de ces acteurs complètement déjanté, un petit peu à la manière de Nicolas Cage, où on ne sait jamais vraiment quelle est la prestation qu'il va nous livrer, mais c'est quand même toujours assez génial. Donc fait partie de ce genre d'acteur à qui on remet les clés du rôle en se disant on sait pas ce qu'il va nous faire, mais bon voilà, on le connaît et on sait que ça risque d'être carrément génial. Donc vas-y, il est en roue libre et on le laisse faire. Tellement en roue libre d'ailleurs que parfois ça peut être un petit peu too much. Et c'est d'ailleurs un petit peu le cas dans Waterworld. Mais bon, ça va, ça passe. On va pas se plaindre, c'est toujours mieux qu'un acteur qui est carrément mauvais.
Et bien sûr, je ne peux pas parler de Dennis Hopper sans citer l'excellentissime Easy Rider, qu'il a lui-même écrit et réalisé, et qui est un film de la fin des années 60, donc période hippie, et qui raconte l'histoire de deux types qui décident de tout larguer pour s'acheter des motos et traverser les États-Unis pour être libres à la façon des hippies à l'époque. Et c'est quand même un film qui soulève beaucoup de questions sur l'acceptation des différences des autres, etc., etc. J'espère qu'un jour je le piocherai et je pourrai vous en parler parce que c'est quand même un film pionnier, quoi. Au niveau du premier rôle féminin, on va avoir Jane Tripplehorn, qui est une actrice qu'on a peu vue, mais pour le peu qu'on l'a vue, on s'en souvient, puisqu'on l'a vue déjà dans Waterworld, mais surtout dans l'excellent Basic Instinct de Paul Verhoeven, où elle jouait la petite amie slash psychiatre de Michael Douglas. Donc voilà, pour les visages les plus connus de ce film. Après, il y a d'autres visages connus, d'acteurs de deux ou troisième rôle, dont j'ai pas les noms, mais bon, on les a beaucoup vus dans plein d'autres films. À la réalisation, comme je l'ai dit un petit peu avant, on va avoir officiellement, en tout cas, Kevin Reynolds, avec qui Kevin Costner avait déjà fait Robin des Bois, Prince des voleurs, et qui était excellent, un film culte pour toute une génération, dont je fais partie. Et là, je dis officiellement parce que, a priori, sur le tournage, les deux Kevin, qui s'appellent tous les deux Kevin, auraient fini par s'embrouiller pour des divergences artistiques, et Kevin Costner l'aurait plus ou moins écarté pour pouvoir finir lui-même le film, parce que, je le rappelle, Kevin Costner est aussi réalisateur. Donc, c'est un petit peu son bébé, ce projet, et bon, il l'a terminé, on va dire. D'ailleurs, il me semble pas que le Kevin Reynolds, il refait grand-chose après ça. Et à la musique, on a le plus que pas trop mauvais, je dirais même le très bon James Newton Howard, à qui on doit beaucoup de grands thèmes du cinéma, notamment la plupart des premiers films de Michael Night Shyamalan, donc à savoir Sixième Sens, Incassable, Signe, ou encore, je crois, Jusqu'au Village. Et même La Jeune Fille de l'eau, je crois. Il a aussi fait la bande originale de la série des Hunger Games. Je crois qu'il a aussi fait celle de Batman Begins. Et puis, encore une fois, je vais devoir le citer, il a aussi réalisé le score tout à fait génial de ce film non moins génial que je n'arrête pas de citer de vidéo en vidéo, c'est-à-dire le King Kong de 2005, celui de Peter Jackson. Décidément, il revient souvent. C'est certainement un signe. Signe que c'est un excellent film. Et puis, on peut pas parler de Waterworld sans parler des décors, puisqu'ils sont quand même magistraux. Et pour ça, il faut que je vous touche 2-3 mots du concept, puisque là, on va dire qu'on est quand même sur un concept à la Mad Max, sauf que là, ça se passe intégralement sur l'eau. On est dans le futur, un futur où la planète est quasiment intégralement recouverte de flotte, et tout le monde, le peu d'êtres humains qui restent, doivent essayer de survivre sur ce monde-là. Et donc pour ça, ils ont dû construire d'immenses décors, parce qu'à l'époque, on est quand même toujours dans le practical, très peu d'images de synthèse. Ils ont donc dû dépenser des sommes folles pour pouvoir construire de vrais décors flottants, en tout cas sur l'eau. Et il y a eu pas mal de problèmes vis-à-vis de ça. C'est notamment ce qui a créé ce budget immense, je crois, avoisinant les 200 ou 250 millions, je sais plus. Donc pour l'époque, c'est quand même un truc énorme. Ça se faisait pas, d'ailleurs. Et ils ont eu un problème notamment avec le décor principal, puisqu'il a, je crois, complètement cramé. Ils ont même dû le reconstruire. Donc vous imaginez bien le trou dans le budget. Et donc, on en arrive à l'histoire du film, dont je vous ai déjà brièvement exposé le contexte. Donc, on est dans un futur assez lointain, dans lequel la planète est quasiment intégralement recouverte par les océans. Je dis quasiment parce que une légende dans ce monde-là perdure, selon laquelle il existe un morceau de terre encore immergé et que tout le monde recherche, naturellement. Kevin Costner, lui, est une sorte de mutant, on va dire, pratiquement un homme poisson, puisqu'il a développé la capacité, via des ouïes derrière les oreilles, de pouvoir respirer sous l'eau, ce qui fait de lui un petit peu un paria, il est un petit peu rejeté à cause de sa différence, donc c'est un grand solitaire, et il parcourt les océans sur son trimaran du futur, mais en même temps assez pourri, puisque on est assez proche d'un univers à la Mad Max sur l'eau, donc tout est quand même assez pourri, faut bien comprendre que la planète étant intégralement recouverte par les océans, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus d'usines et il n'y a plus rien pour fabriquer des choses nouvelles. Donc, eux, ils se débrouillent un petit peu avec les restes de l'ancien monde. Voilà, ça paraît logique en fait. Exactement à la manière de Mad Max, c'est un univers post-apocalyptique où tout n'est que survie, finalement.
Donc, dans cet univers-là, Kevin Costner, dont je ne me souviens absolument plus du nom du personnage, donc je vais continuer à l'appeler Kevin Costner, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Comme il a développé cette capacité à pouvoir respirer sous l'eau, il peut se permettre de descendre dans les tréfonds de l'ancien monde qui a coulé, qui est donc sous l'eau, et récupérer des choses, histoire de pouvoir faire du troc, ou les revendre, histoire de pouvoir faire de l'argent et survivre, hein, tout simplement, puisqu'on parle de survie. Et pour ce faire, il faut bien comprendre que dans ce monde-là, il existe, on va dire, des règles tacites entre les marins. Donc à chaque fois que deux marins se croisent, ils ont plus ou moins pour obligation de s'arrêter pour demander à l'autre si tout va bien ou s'il a besoin de quelque chose, ce qui leur permet de faire du troc. Mais pas seulement, puisqu'ils peuvent aussi se rendre dans des espèces de grandes villes donc flottantes, hein, la ville dont je parlais au début, le décor magnifique qui avait été emporté par un incendie, et qui donc leur permet de venir vendre les objets dont ils ont fait acquisition pour pouvoir continuer à vivre, tout simplement. Et bien sûr, comme si ce contexte n'était déjà pas suffisamment difficile à vivre, il va y avoir une bande de méchants, gouvernée par donc Dennis Hopper. Il s'agit là d'une bande de méchants qui agissent donc avec des scooters des mers, puisque leur QG, on va dire, est disposé sur un ancien pétrolier, dont les cales sont encore pleines de pétrole. Ils sont donc les seuls à posséder du pétrole, ce qui leur permet de pouvoir faire du troc et surtout de pouvoir faire les pirates et d'aller, on va dire, piller à peu près tout ce qui se trouve sur leur chemin. Kevin Costner, à bord de son trimaran, va donc arriver dans cette île flottante. C'est un gâteau, tu sais. Kevin Costner, à bord de son trimaran, va donc arriver dans cette ville flottante, histoire de venir un petit peu vendre les objets qu'il a pu récupérer ça et là, et notamment un bocal rempli de terre. A priori, dans ce monde-là, ça vaut une fortune. Et c'est là qu'il va faire la rencontre du personnage joué par Jane Tripplehorn, dont j'ai complètement oublié le nom dans le film, encore une fois, et qui est plus ou moins chargé, on va dire, de s'occuper de l'épicerie, si on peut appeler ça une épicerie, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à vendre, l'épicerie de la ville. Et donc, elle, son rôle, c'est de racheter un petit peu aux voyageurs qui sont de passage les objets qu'ils peuvent avoir d'intéressant, histoire de pouvoir déjà achalander son épicerie, et puis les revendre pour faire un petit peu plus d'argent. Donc, vous aurez compris qu'on essaye vraiment de s'en sortir comme on peut dans ce monde-là. Un petit peu comme dans le nôtre, d'ailleurs. De plus en plus. Mais malheureusement pour lui, l'un des habitants du bled va réussir à détecter qu'il a des ouïes, et donc va le signaler à tout le monde. Et je vous rappelle que dans ce monde-là, ils aiment pas les mutants. Ils vont donc le mettre dans une cage et le condamner à mort. Ah ouais, ça plaisante pas dans ce monde-là. Hein. Alors, bien évidemment, c'est pas une surprise, vous vous doutez bien qu'il va pas mourir, hein, parce qu'il y a quand même tout un film à faire derrière. Et pour le coup, ce qui va lui sauver la peau, c'est l'intervention de la bande de méchants dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, qui ont décidé de simplement ravager la ville pour venir se servir tranquille. Et là, Jane Tripplehorn fait promettre à Kevin Costner de le libérer à condition qu'elle puisse embarquer elle et la petite gamine qu'elle a récupérée et dont elle s'occupe sur son bateau, histoire de pouvoir échapper aux méchants. Parce que, bien évidemment, dans ce monde-là, vous imaginez bien que si les pirates mettent la main sur Jane Tripplehorn et même sur la gamine qui est avec elle, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous comprenez bien ce qui va leur arriver, quoi. Et c'est là que l'élément le plus important de l'histoire va enfin nous être dévoilé, puisqu'il s'agit de la gamine, qui, a priori, dans son dos, possède un tatouage qui serait la carte qui permet d'aller jusqu'à Dryland, donc le fameux petit bout de lopin, dont je vous parlais au début du film, qui serait le seul bout de terre immergé à la surface de cette planète. Bon, alors elle, dans son dos, apparemment, elle a la carte qui permet d'y accéder. Par contre, on ne sait pas trop comment elle a ce tatouage, cette gamine, parce qu'elle ne doit pas avoir plus de 6 ou 7 ans, donc comment ça se fait qu'elle ait ce truc-là tatoué dans le dos? Et qui lui a tatoué? Kevin Costner, qui lui s'en tape quand même pas mal de ce bout de terre, puisque, vous l'avez compris, du fait qu'il soit mutant, il est adapté à la vie sous-marine, il peut donc vivre totalement sur l'eau, donc il n'est pas particulièrement à la recherche de cette terre-là. Et il prétend même qu'elle n'existe pas, au grand désarroi de Jane Tripplehorn, qui elle par contre y croit à mort. Et elle n'est pas la seule, parce que les méchants aussi, quand ils vont apprendre l'existence de cette carte dans le dos de la gamine, ils vont chercher à s'en emparer, histoire de pouvoir être les premiers à arriver à Dryland et d'y faire régner leur loi, quoi. À partir de là, on va alterner les phases un peu intimistes où Jane Tripplehorn essaye de faire ressortir l'humain qui est en Kevin Costner, parce que, ayant été rejeté toute sa vie, il est quand même devenu assez marginal, et il a du mal à supporter la compagnie des autres, et notamment de cette petite gamine qui ne supporte pas. Et Jane Tripplehorn va faire tout ce qu'il faut pour le travailler au corps afin qu'il finisse par l'accepter.
on va dire. Et puis, les phases de grosses courses-poursuites, action, cascade, on est toujours dans la surenchère jusqu'à la fin du film, et de ce point de vue-là, on est quand même aussi pas mal servi. Et quant à moi, c'est aussi à partir de là que je vais m'arrêter, parce que je vous en ai quand même pas mal dit, peut-être même un peu trop. Donc là, maintenant, c'est à vous de découvrir le film et de vous faire votre propre idée. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce film? Peut-être que personnellement, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Alors, je sais qu'il a pas mal de mauvaises critiques, surtout au moment de sa sortie, mais très honnêtement, encore une fois, quand on regarde ce qui sort aujourd'hui, moi, je trouve que ce film-là, c'est quand même du lourd. Et je pense que la plupart des critiques qui lui ont craché dessus à l'époque de sa sortie, aujourd'hui, ils reviendraient largement sur leurs critiques, et ce serait pas tout à fait la même. Il y avait peut-être aussi à l'époque un phénomène d'essoufflement envers Kevin Costner, parce que c'est vrai que ça faisait quand même pas mal d'années qu'il était au sommet de la chaîne, et qu'en plus il commençait à avoir une réputation de mec assez ingérable sur les plateaux de tournage, donc peut-être que tout ça était une opération pour le faire redescendre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a quand même pas mal marché, puisqu'il est tellement redescendu qu'on l'a perdu de vue pendant, jusqu'à encore aujourd'hui en fait. On peut aussi regretter la direction que le scénario prend vis-à-vis de la bande de méchants, qui sont quand même, on va pas se le cacher, une belle bande de guignols. Alors je sais pas si c'était volontaire de vouloir amener des éléments comiques à travers eux, et notamment à travers le personnage joué par Dennis Hopper, qui est complètement déjanté, en plus d'être complètement débile, mais il se trouve qu'en fait ça devient quand même assez risible, mais pas forcément de la bonne façon, au bout d'un moment. C'est un tout petit peu dommage que les méchants soient pas un poil plus sérieux. Ils sont quand même bien pétés de la tête. Hein. Attention. Donc là, je vois pas vraiment ce que je pourrais rajouter de plus sur ce film. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. En tout cas, je pense que vous avez assez d'éléments en main pour vous lancer dans la lecture de ce film et l'apprécier ou pas. Ça, c'est selon. Hein. Et moi, je vais donc me diriger tout droit vers la note que je vais donner à ce film. Et personnellement, je vais lui donner, allez, je vais dire, un 16. Je vais lui donner un 16. Parce que c'est un film que j'aime bien, parce qu'il faut quand même saluer l'effort qui a été fait pour réaliser un film sur l'eau quasiment intégralement en practical, je dirais même intégralement en practical. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'effets spéciaux numériques, surtout à cette époque-là. Donc, il faut quand même saluer le geste. Et puis, j'ai pas honte de le dire, c'est un film que j'aime. Voilà, c'est une sorte de petit plaisir coupable, une Madeleine de Proust, et j'aime bien ce film, et à chaque fois que je le vois, je passe un bon moment. C'est pas pour moi une purge absolue, clairement pas. Bon voilà, hein, c'était Waterworld. J'espère que mon petit pitch vous aura donné envie de voir ce film, ou de le revoir, si ça a déjà été fait, mais il y a assez longtemps. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, c'est un film que j'apprécie et que je revois régulièrement, et j'en ai pas honte. Sur ce, il me reste plus qu'à vous remercier si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère encore une fois que vous l'aurez apprécié, malgré le fait que quand même, je parle peut-être un peu du nez et que je vous explique pas à quel point j'ai la gorge qui me démange. Mais bon, on va pas se plaindre non plus. Là-dessus, je vais vous inviter, comme d'habitude, à vous abonner, à partager, le pouce en l'air. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!